Il m'est arrivé d'assister à un meurtre. Pourtant, je n'y étais pas. Quand j'en ai appris la nouvelle, il avait eu lieu 2 ou 3 jours plus tôt, pendant le week-end, à 30 ou 50 kilomètres de chez moi, d'où je n'avais pas bougé. C'est une histoire de téléphone. Je veux raconter un rêve que j'ai raconté dans la réalité. C'est aussi une histoire de téléphone. Un jour, M m'appelle. Je ne suis pas là. Elle laisse son nom et son numéro, et le soir, en rentrant, j'appelle à ce numéro, sans savoir qui j'appelle. Et c'est elle. Et nous avons très longuement parlé. Mon histoire, je l'ai également racontée dans la réalité. À des amis. Des amis du Québec qui étaient en vacances à Paris. C'est une histoire incroyable que j'ai lue dans les journaux. La mienne est une histoire de photo. Moi, ce n'est pas un rêve. C'est une affaire de mémoire. Un peu étrange. Je téléphone à un ami que j'appellerai X, qui est libraire dans la ville où j'habite. Quand je l'appelle, il n'est pas dans sa librairie. Celui qui me répond, je ne le connais pas, tandis que lui me connaît. C'est-à-dire que j'ai dit mon nom, bien sûr, et qu'aussitôt il m'a tutoyé, tandis que de mon côté, je ne mettais pas de nom sur sa voix. Alors je lui demande qui il est, et il me le dit, mais son nom ne me dit rien. Par conséquent, je ne mets pas de visage sous son nom. C'est ainsi que ça commence. Mon histoire de téléphone est tout le contraire. C'était cette M, que je connaissais bien en fait, mais sans connaître son nom. Et nous avons très longuement parlé. Nous avions tant de choses à nous dire. J'ai quitté le Parti communiste et elle y est toujours. Elle a déménagé, mais c'est encore tout près de chez moi, et que je passe chez eux quand je voudrais. L'histoire incroyable que je raconte à des amis du Québec, c'est l'histoire du second tueur de l'Oise. La photo. Dans l'affreux désert qu'est pour moi cet après-midi d'un maudit été, fabuleusement beau, il y a de cela plusieurs années, dans un grand jardin de notre capitale, j'aborde cette jeune fille, G, qui est autrichienne. Pour moi, dans ma mémoire, c'est également un bel après-midi, très ensoleillé. Mais ce n'est pas l'été. Nous sommes un samedi de Pâques. Je ne sais pas à qui je parle, mais lui me connaît. Et donc, je le tutoie moi aussi par politesse. Il me dit que X est à sa banque tout à côté, qu'il va revenir d'un instant à l'autre, que je ne raccroche pas. Et donc, il me parle de sa voix sans visage, avec un nom qu'il m'a dit et que j'ai tout de suite oublié. Et moi, contrairement à toutes nos habitudes, ce que je vois par l'imagination, au bout du fil, c'est tout autour de cette voix sans visage et dont le nom m'échappe, la librairie,
bien distinctement, dans l'ensemble et tous les détails, comme si j'étais à regarder les livres et les revues disposés sur les tables, tandis que quelqu'un que je ne connais pas répond à quelqu'un au téléphone. Ainsi, j'attends que X soit de retour. Jamais nous n'avions en vérité autant parlé, M et moi, que maintenant, au téléphone. Si longtemps qu'elle me propose que nous raccrochions un instant, parce qu'elle a quelque chose à faire dans ce nouvel appartement où ils sont depuis quelques jours. Et elle me rappelle après 5 minutes, et cette fois nous parlons 1 heure avant de nous séparer. Je passe. Cette G autrichienne et moi, après ce premier jour, nous nous sommes revus tous les jours de la semaine. Ce premier jour avait été un dimanche. Je me demande ce que je pouvais bien raconter dans ce désert de ma vie que je traversais alors. C'est en anglais que nous parlions. Elle me disait qu'elle était dans un pensionnat à Vienne, que ses parents habitaient la campagne, qu'il voulait la marier à un homme assez riche. Elle me montrait des photos. Je vais chercher un œuf en chocolat chez un grand confiseur pour l'offrir demain dimanche. La rue que je descends est propre, ensoleillée et vide. Le monde entier m'appartient. Je passe. M est brune, ethnologue. Avant, elle habitait un rez-de-chaussée en duplex, on aurait dit une cage à oiseaux. Je n'y suis jamais entré, mais on voyait tout du dehors. Cette fenêtre, quand on la voit du dehors, fait, dirait-on, partie de la devanture d'un magasin marginal, une ancienne épicerie peinte en bleu, où on vend désormais des jouets, des poupées, des robes tissées à la main, des porte-bébés et des bâtons d'encens. Et je rêve, la nuit du téléphone, que je suis avec elle dans une sorte d'expo assez belle de je ne sais pas quoi, dans un hall qui est une fête du parti. Il y avait eu un premier tueur de l'Oise. C'était un homme qui tuait des femmes. Ce n'est pas vieux. Je n'ai pas souvenir qu'il ait été guillotiné. Le second tueur de l'Oise fut un jeune gendarme. Il s'en prenait exclusivement aux jeunes femmes brunes. On en a beaucoup parlé, et ensuite on n'en a plus parlé. Il reviendra dans l'actualité au moment du procès, puis il retombera dans l'oubli. Ce jeune gendarme, dont nous avons vu des photographies, était un tueur de femmes, mais on a raconté qu'il en voulait surtout aux gendarmes. Il piégeait ces voitures volées à l'intention des gendarmes. J'ai, dans cette seule semaine d'un mois de juillet où nous nous sommes connus, est venu chez moi 2 fois. Un après-midi, je l'ai attendu en vain sur les marches d'une église. Nous sommes allés un soir dans une soirée avec une femme qui était sa cousine. Je passe.
Je téléphone à cet ami libraire, et pour une fois, ce que je vois au téléphone, ce n'est pas la personne, c'est le décor. En somme, c'est comme si j'y étais, dans cette librairie, une sorte de fantôme. Et je suis par le fait de cet homme invisible au téléphone, qui est une voix sans visage, comme une sorte de halo, un rond blanc, une sorte de zone centrale, mais en même temps mobile, comme une tache aveugle, dont je me servirais comme d'une lampe de poche dans un appartement plongé dans l'obscurité, en négatif. Et je vois en effet les livres et les revues, les vitrines, les gravures. Après cette exposition, il y a un plan où nous nous embrassons avec M sur les lèvres, nous regardant de face, elle et moi, pour rire, comme si nous étions séparés par une vitre, mais nous ne le sommes pas, avec le bout du nez d'un côté et de l'autre écrasé qui blanchit sur le verre. Ce jeune gendarme n'attaquait-il des femmes que pour toucher les gendarmes? Histoire d'amour d'une semaine de juillet. Il ne se passa rien. Seulement, nous nous embrassions. Me donnait sa bouche. Cette histoire, en blanc, occupe désormais, et sur toute sa surface, dans ma mémoire, cette semaine de juillet, d'où j'ai presque arraché, au contraire, l'un des plus violents épisodes, des plus noirs de ma vie. Et d'une grande porte d'un immeuble à ma gauche, plus bas, qui est à l'ombre, sort une jeune femme, avec ses longs cheveux sombres, dans une robe violette et transparente, en tissu léger, qui traverse souplement, diagonale, de profil, en me tournant le dos, sur ses talons hauts. Pour une fois, quand je téléphone, je ne vois pas la personne. Et il se passe alors ceci, très vite, implacablement, comme dans une tragédie antique. Cet inconnu, qui est mon homme invisible, qui a pris l'appareil et ne l'a pas lâché, tandis que je vois cette librairie et que je m'y promène comme chez moi, comme si j'y étais, ce fantôme qui est là, pour me faire patienter, me dit, maintenant qu'il le voit, X, de ses propres yeux, tandis que nous parlons. X est entré dans son champ de vision, tandis qu'il me répond lui-même, l'invisible, au téléphone. Tout ce moment du rêve où nous nous embrassions sur les lèvres, et ce n'est pas sur la bouche, tout ce moment du rêve est une manière pour moi, qui ne suis pas peintre, ni photographe, ni rien, de faire son portrait. Le portrait de M, en vitesse. Je passe. G était pour les vacances au père. Elle s'occupait d'un bébé de 2 ou 3 ans. À la fin de la semaine, elle devait partir avec toute cette famille qu'il avait louée pour l'été au bord de la mer. Je crois que c'était à Biarritz. Dans une robe violette et transparente, avec ses longs cheveux sombres, comme je la vois de dos et de profil, un instant, elle est nue.
au milieu du monde. Dans cette rue d'un samedi de Pâques où, toute nue et déshabillée, elle porte un violon dans sa boîte, d'une main, avec des partitions sous le bras, promenant aussi un sac. Ainsi sort-elle de l'ombre et d'une porte cochère, de sa leçon de musique. C'est autre chose, le contraire de ce qui se passe d'habitude au téléphone. D'habitude, nous avons dans la tête une image, une idée de la personne qui est à l'autre bout du fil, un peu comme si nous étions en face d'elle, même si nous ne l'avons jamais vue, ne la connaissons pas, jamais n'en avons entendu parler. On a d'elle, sans seulement y penser, une image, une idée, et on ne pense pas au décor. Voici encore quelques semaines, quand elle habitait encore son perchoir en rez-de-chaussée et qu'elle s'était cassé une jambe, elle était en rééducation après ses sports d'hiver. Souvent, elle traînait la patte là, entre les journaux et le café-tabac, vers 8 heures, qui est l'heure du matin où je descends dans la rue. Si bien qu'une fois par semaine environ, nous prenions un café ensemble, cette femme oiseau et moi. Je passe. J'ai pris d'elle une dizaine de photographies quand elle faisait jouer ce petit enfant dont elle avait la garde dans un square, quand elle l'attendait au bas du toboggan, en riant pour la photo, pour l'attraper dans ses bras. Puis il y a un gros autobus qui venait dans mon dos que je ne voyais pas venir. J'attends chez moi au téléphone, ayant appelé cette librairie, avec cet inconnu qui me dit d'attendre et me parle en attendant. Et me dit enfin qu'il le voit, X, depuis cette librairie où il est, et que de mon côté, je vois tout entière, en détail, par la pensée, et tout va très vite aussitôt. X est sur l'autre trottoir, en face, sous les arbres, et il vient, il va traverser, et puis non, il s'éloigne, on ne sait pas où il s'en va, puis il revient. En fait, il traverse le boulevard tout droit, entre les autos, et il va arriver, et je le vois en même temps de mon côté, sa silhouette, son image entière, dans tous les sens, comme me le dit mon homme invisible, au téléphone, sous les arbres et entre les voitures, traversant le boulevard comme si j'étais sorti de la librairie, où je regardais les livres, les revues sur les tables, et les gravures accrochées au mur pour l'attendre. C'est une image, ou peut-être une suite d'images, comme on n'en voit jamais au téléphone, mais seulement en photo ou au cinéma. Je passe. Aussi, Le reste de la pellicule a servi à des scènes d'intérieur au flash du côté noir de cette semaine de juillet dans ma vie. Mais peut-être que cette série fut en réalité la première dans le temps, un soir, et que le toboggan n'arrive que dans la journée du lendemain. L'autobus.
comme si nous avions marché dans cette même rue, sur la terre, dans deux mondes parallèles. Si bien qu'elle allait à l'arrêt et que déjà elle y était montée quand j'arrive pour ma part à hauteur de la porte qui est encore ouverte. Elle se retourne. Alors, quand elle cherche un ticket dans son sac, et je vois son visage. Et elle me voit. Et je lui fais signe. Et déjà la scène est achevée. Je l'ai suivi du regard sous les arbres, traversant le boulevard en l'attendant ici, chez moi, où je suis au téléphone. Puis, il est là, vraiment. Et il prend l'appareil que lui tend un homme invisible en lui disant mon nom dans cette librairie. Et je crois que je le vois en gros plan quand je l'entends, avec sa boucle d'oreille à l'oreille gauche. Et sa voix me paraît étrange. Je lui en fais la remarque après quelques mots, et il me dit qu'en effet, son petit frère s'est tué d'une balle de revolver il y a 2 ou 3 jours, pendant le week-end, dans la maison de campagne des parents. Je passe. Voici les faits. D'un côté, il était clair que ce jeune gendarme en voulait, en tout cas, aux gendarmes et aux jeunes femmes brunes. Ces exploits avaient été pendant des jours et des semaines montés en épingle par la presse, la radio, la télé. On ne pouvait pas les ignorer. Et on disait aussi bien que leur mystérieux auteur ne pouvait être ou devait être un membre de la gendarmerie ou de la police. Je passe. C'était S, en effet, dans cet autobus qui redémarrait. La même, avec qui, tout un dimanche après-midi, j'avais fait une grande promenade dans Paris, compris le tour absolument complet du Jardin des Plantes. Nous avions bu à la mosquée, dans une cour, du thé à la menthe. Nous étions montés chez elle, à la fin, dans son appartement neuf, sans aucun meuble, dans une maison ancienne, toute remise à neuf. Ses yeux avaient basculé tandis que nous écoutions des disques d'opéra sur le tapis de laine blanche, par terre. Et je ne voyais plus que le blanc de ses yeux, comme il m'était déjà arrivé, autrefois, avec thé. Ainsi, après la librairie, j'ai vu, toujours au téléphone, je dirais l'angle d'une pièce, d'une maison à la campagne. Maison ancienne, pièce vide. Un coin de cheminée, marbre gris, les murs blancs, dans un éblouissement, au flash au milieu du jour, image tremblée et surexposée. Puis, dans le rêve, nous remontons la rue de Nantes à La Roche-sur-Yon. C'est là où je suis né, où j'ai longtemps vécu, autrefois, en haut à gauche, sur ce trottoir où nous marchons, un peu avant le point du jour, le cimetière en sortant de la ville, dans une petite maison. Il fallut une femme de gendarme pour le démasquer. Elle mettait son nom sur le 3e portrait robot qu'en donnait la première page de la feuille locale. Cette femme insistait, et son mari gendarme se décida enfin à signaler à ses chefs l'idée de son épouse.
Le tueur de l'Oise démasqué, c'était un gendarme en activité. Il participait lui-même à l'enquête sur ses propres crimes. Ce soir dans l'Oise, on dormira tranquille, les femmes surtout. Le tueur de l'Oise, deuxième du nom, a enfin été arrêté. Étrange et dangereuse d'ailleurs la personnalité de ce jeune criminel. Un gendarme en activité d'une vingtaine d'années, car je vous l'ai dit, il s'agissait bien d'un gendarme. Les enquêteurs ne s'étaient d'ailleurs pas trompés. Il y a plusieurs mois déjà, ils avaient laissé entendre que le tueur pouvait être un policier, un gendarme ou en tout cas une personne côtoyant de très près ces milieux. Ils avaient remarqué en effet que pour rédiger ces avertissements et ces menaces, le tueur employait la terminologie habituellement employée dans la gendarmerie. Depuis près d'un an, on n'arrivait pas pourtant à mettre la main sur cet homme dont les victimes privilégiées étaient les femmes, brunes de préférence. Il en a tué une, grièvement blessé une autre, paralysé à vie. Il avait piégé 3 des voitures qu'il avait volées, blessant un gendarme et un gardien de la paix. Et enfin, il avait commis dans le nord de la France plusieurs hold-up dans des bureaux de poste. Alain Lamarre a 30 ans, il a donc avoué, et tenez-vous bien, il faisait partie de la brigade même, celle de Chantilly, chargée de mener l'enquête sur ses propres activités. Ces derniers jours, il avait même participé à un porte-à-porte dans la région pour chercher des indices auprès de la population en montrant le portrait robot du tueur de l'Oise. C'est d'ailleurs ce portrait robot qui a permis de l'identifier formellement. Les pièces à conviction, ensuite, les enquêteurs les ont trouvées chez lui, tout simplement. Christian Bex, sur place, a suivi l'affaire aujourd'hui pour nous. Je passe. Je l'avais vue nue dans sa robe, violette et transparente, avec son violon au milieu de la rue, sans la reconnaître. Avant de la reconnaître dans l'autobus qui la remportait, celle que j'avais vraiment connue nue sur son tapis quelques années plus tôt. Tel est le meurtre auquel j'ai assisté, sans y être. On dirait un suicide. Sauf que tout avait été préparé. Cette sorte de longue vue ou de caméra installée par hasard à distance, on ne sait pas comment, en avance dans les années 1970 sur nos inventions, en utilisant les fils du téléphone. Cela m'avait conduit de relais en relais jusque dans cet endroit d'une maison de campagne, jamais vue, avec cet adolescent, dont je n'ai pu apprendre qu'il avait vécu qu'après sa mort, juste au moment où le doigt appuyait sur la détente. Dans cet instant, j'ai vu clairement la scène, en même temps que la balle en retour me foudroyait. Ce rêve est une vraie cérémonie de mariage. Je conduis M à ma maison natale. La rue où est cette maison, je la reconnais bien. Pourtant, elle a changé. La campagne y est revenue. Comment dire? Nous voilà tous les deux dans une ville en pleine campagne. Toutes les maisons sont les mêmes. Il n'en manque aucune. Mais elles ne sont plus alignées, se touchant d'un côté et de l'autre. Elles sont éparpillées un peu dans tous les sens. Rien n'a changé, mais en fait, nous suivons un sentier sinueux où était la chaussée. Et voilà l'herbe, la terre, la pierre, un rocher, une tranchée, le sable et l'argile. Le monstre avait eu pour lui tout le temps qu'il avait voulu. Dans ses voitures volées, l'une de ses femmes y trouva la paralysie. Une autre y trouva la mort. En somme, tout était écrit par avance. Un tueur de femmes se réincarne dans la peau d'un gendarme, lequel se traque lui-même. C'est-à-dire aussi qu'il fait tout ce qu'il peut pour être arrêté, enfin, et avoué, par ses frères d'armes. Frères qui n'en veulent rien savoir. Jusqu'au jour où, enfin, une femme de gendarme le dénonce à son mari, qui va en référer. Je passe. Aussi.
J'ai autre chose à raconter. Nous sommes, M et moi, dans ce rêve, sur le trottoir de gauche, pour remonter cette rue, anciennement rue de Nantes, aujourd'hui rue du Maréchal Ney. Les maisons sont les mêmes, mais ce n'est plus une rue, ce n'est pas davantage une route, aucune voiture, on ne les a pas encore inventées, ou bien c'était il y a très longtemps et il n'en existe plus maintenant. Nous suivons un chemin, un sentier, sur l'emplacement d'une rue, où je suis né. Nous montons entre les maisons comme elles n'ont jamais existé. Tout était écrit. Et à la fin, tout concorde. C'est son écriture, dans toutes ses lettres, qu'il a expédiées à la police. Ses empreintes digitales sont partout, dans toutes ses voitures volées. Le calendrier de ses crimes coïncide parfaitement avec celui de ses temps libres. Il y a mes clichés de G en bas du toboggan à la réception du bébé, dans un square. Mais ma vraie image d'elle est cette autre photo, également en couleur, qui m'est tombée d'un livre, voici quelque temps, qu'elle m'avait donné au début de notre rencontre. La voilà, sur ma table, sous mes yeux, à la droite de ma machine à écrire. Quelques jours après ce samedi de Pâques, j'ai voulu lui écrire à cette musicienne pour lui dire au moins ce qui m'était arrivé, mais je n'y suis pas arrivé. Mon autre histoire est la suivante. Nous sommes aujourd'hui un dimanche de juin 79. Cela se passe par conséquent à quelques jours près, ou peut-être le même jour, et dans tous les cas de la même façon, un dimanche dans l'après-midi, il y a tout juste 15 ans. Nous sommes au cinéma. Nous revoyons un film d'Orson Welles en juin 64. Ce film, nous l'avions oublié. Nous le reconnaissons, image après image. Pourquoi avoir choisi ce film plutôt qu'un autre sur le programme? Nous avions oublié qu'il s'agissait d'un énorme inventaire après décès, dressé sur la question de savoir ce qu'avait voulu dire le mort dans son agonie quand il tenait encore dans sa main une de ces boules de verre à l'intérieur desquelles la neige tombe en flocons sur tout un paysage quand on les remue en prononçant ce mot « Rosebud ». Nous arrivons à un pont qu'il n'y a pas dans la réalité. Une rivière coule en dessous, vers ma droite, et je vois d'abord sur l'autre berge, à droite, une vache, suspendue à des perches, qui sont plantées en terre, ou plutôt cette vache couchée sur le ventre dans une sorte de hamac, avec ses pattes qui pendent. On peut dire que le monstre, que ces photos présentent comme un jeune homme modèle, avec ses cheveux courts, aurait pu être mis dès le début hors d'état de nuire. Je passe. Je voulais lui écrire que je me demandais comment nous avions pu nous croiser ce samedi de Pâques, dans un monde à la frontière de deux mondes, où elle sortait d'une leçon de musique et où de mon côté j'allais chercher un œuf en chocolat. Pourquoi avoir choisi
au hasard dans le programme ce film d'Orson Welles. Drôle de retour à la réalité, sorti de la salle obscure ce dimanche d'il y a 15 ans. Parce que la veille, le matin, samedi, A me téléphonait. Elle me disait que je ne pouvais pas venir dîner chez eux comme convenu le soir, parce que dans la nuit du vendredi au samedi, Claude était mort. 8 jours plus tôt, la nuit, nous marchions, Claude et moi, sur ce trottoir. Il s'aidait de ses cannes. Il me disait qu'il avait envie et hâte de savoir si cette paralysie qu'il avait saisie brusquement était guérissable ou si c'était pour la vie ou s'il allait mourir. Ainsi, faisions-nous les 100 pas devant ce bar de Montparnasse, le Rosebud qu'il avait baptisé, qui lui appartenait à moitié. Puis il y a au milieu du fleuve une barque en bois, très grande, plate, semblable à une péniche, ainsi qu'il en existait autrefois. 2 ou 3 vaches, mais en vérité 3 y sont à l'arrière, du côté du pont, avec des cordes. Elles sont plus jeunes et plus petites qu'une vache en général. L'une d'elles s'amuse, elle plonge dans l'eau à la renverse, puis elle revient sur le bout de la barque comme un grimpeur de cordes, et elle entraîne à mesure les autres vaches dans le même jeu stupide, et je crois bien qu'elles sont 4. Remarquez que ces crimes n'ont rien de déplacé. Ils n'emploient que les armes de la gendarmerie, voitures rapides, armes à feu. Ils ne se livrent à aucune indécence. Photo, posée de travers, tournée vers moi, sur une page dactylographiée. La première page de cette histoire. Elle et moi, dans des espaces séparés, avec cet autobus, dans mon idée du temps où on y sautait en marche par la plateforme arrière, nous étions trouvés dans une sorte de 19e siècle, alors que dans la réalité, il nous était arrivé d'aller sur les boulevards pour nous désespérer sincèrement, sous les arbres, du résultat de ces présidentielles de 74 que projetait sur grand écran le journal L'Humanité. Bien, Monsieur Berfitz, Roland Leroy, je vous remercie. Nous allons continuer nos débats dans un instant. Auparavant, comme il est 22h25, je voudrais que nous jetions un coup d'œil sur ce qui se passe dans les 2 états-majors des candidats. Et d'abord, puisque nous avons déjà donné une fois la parole à Patrick Poivre d'Arvor, rue de la Bienfaisance, chez Valéry Giscard d'Estaing, d'abord à la Tour Montparnasse, ce qui se passe dans l'état-major de François Mitterrand, Alain Danvers. Eh bien, à la Tour Montparnasse, il y a bien sûr un désenchantement, mais pas vraiment une tristesse. Les responsables, les militants qui sont là sont en effet satisfaits d'avoir frôlé la barre et ils veulent voir dans ce résultat l'augure d'une prochaine bataille victorieuse. C'était aussi l'analyse de François Mitterrand avant le scrutin. Si ce n'est pas pour cette fois-ci, disait-il, eh bien ce sera le dernier accroc. Alors ici, il n'y a plus beaucoup de monde. Contrairement au soir du premier tour, pas de buffet, seuls sont rassemblés quelques responsables et 150 journalistes environ, qui ne vont d'ailleurs pas tarder à plier bagages. En revanche, il y a encore beaucoup de monde, plusieurs centaines de personnes contenues par la police au pied de la tour Montparnasse. Ils étaient venus pour apercevoir François Mitterrand, mais celui-ci, vous le savez, ne fera pas sa déclaration ici, mais à Château-Chinon. Donc eux aussi vont certainement bientôt rentrer chez eux. Voilà pour ce qui se passe à la tour Montparnasse. Du côté de la rue de la Bienfaisance, Patrick Poivre d'Arvor. Eh bien, sans faire de politique, je peux vous dire que Valéry Giscard d'Estaing ne tient pas ses promesses, puisqu'il nous avait dit tout à l'heure, en déjeunant avec nous à Chamalières, qu'il serait là à 10h précises. Il est 10h26, il n'est toujours pas arrivé. 2 ou 3 remous dans la foule des journalistes, 200 ou 300 entassés dans une petite pièce de 100 mètres carrés. Nous suons toute notre eau, et dehors, il y a une foule de militants, 2-3 000 personnes, qui ont démarré, disons, de la réserve, après l'annonce des premières estimations de la Sofres à France Inter et la télévision, jusqu'à l'enthousiasme en ce moment. On y croit, c'est donc gagné, et on a crié Giscard à la barre, Giscard président. Ça y est donc. En ce qui concerne Valéry Giscard d'Estaing, je crois qu'il va arriver dans 10 minutes, m'a-t-on dit. Bien, attendant l'arrivée de Valéry Giscard d'Estaing, attendons donc sa déclaration qui nous était promise pour 22h. Il est 22h28. Je pense qu'elle ne saurait tarder. Quant à celle de François Mitterrand, eh bien, elle aura lieu normalement à 23h, comme vous l'a dit Patrick Poivre d'Arvor, à Château-Chinon.
Je passe. Enfin, elles y sont toutes dans l'eau, avec leurs jeux idiots, les 4 pieds en l'air, sur le dos, dans leurs cordes. Elles ne peuvent plus se relever, ces folles. Le courant les emporte. Et le fleuve coule maintenant à gauche. Je passe. Et le paysage en automne, en Autriche. Les arbres d'un vert presque noir, au fond. Le tronc d'arbre, les feuilles rousses, l'herbe, toutes ces couleurs d'avant un coucher du soleil viennent habiter cette dernière page, maintenant, de mon histoire. Je passe. Puis mon meilleur ami me ramène chez moi en auto. Et nous sommes arrivés. Il me dit qu'à New York, il a été heureux, comme partout en Amérique, seul, dans une chambre, dans une autre, à travers les États-Unis, d'Hilton en Hilton, pour ainsi dire, dans des chambres neutres, confortables, isolées de tout, dans ces hôtels où il avait sa chambre pour lui seul, dans cette tournée de théâtre d'une tragédie de Racine, en français, dont il était l'un des interprètes. Il me dit que voilà le surréalisme aujourd'hui, et que tout son désir est d'avoir une chambre pour lui seul. Et 8 jours plus tard, il est mort. Moi, je cours vers des sortes de vieilles gens que M et moi venons de dépasser en marchant sur notre trottoir. Ils ne sont pas pressés d'aller sauver leurs bêtes qui se noient. Ces paysans des villes. Je passe. Au dos de cette photo, elle avait écrit où c'était et en quelle année. Je passe. À partir des pieds, Claude s'était trouvé brusquement envahi par la paralysie. Ce héros, mon meilleur ami, était le dernier à qui vous auriez prédit une histoire pareille. Et voici sa mort. Le vendredi en fin de journée, une assistante médicale l'appelle pour lui dire qu'on ne comprend toujours pas ce qui lui arrive et qu'il va lui falloir repasser cet examen radio où on vous injecte du liquide dans la moelle épinière pour améliorer la visibilité. Un supplice. L'assistante se rend compte que ça ne va pas de l'autre côté du fil. Équipe envoyée d'urgence. En effet. On dira que Claude, s'entendant dire que le supplice allait recommencer, l'aurait revécu dans son corps au point d'en mourir. Et il meurt, en effet, dans cet hôpital, mais dans une chambre où il est seul, où il était comme dans un hôtel de New York. Dans la réalité, l'autre jour, je tombe sur M au marché et je lui raconte mon rêve. Tout était normal. Puis, il y a encore ceci, que j'ai peut-être lu dans le journal, ou que j'ai rêvé. J'ai lu, ou bien j'ai rêvé, que la nuit de l'arrestation du second tueur de l'Oise, les gendarmes, qui conduisaient leur propre fou en prison, roulaient à 150 km à l'heure pour échapper à une meute de journalistes, et qu'alors, une voiture qui allait traverser a dû si soudainement stopper que les cyclomoteurs qui suivaient se sont envoyés sans y penser en l'air, et qu'un des deux en est mort à 14 ans. C'était en 1970, 3 ans plus tôt que le jour où je l'ai abordée au Luxembourg, du fond de mon malheur, où elle est debout, au premier plan, dans un pantalon de velours beige, une chemise noire passée dedans, en imperméable blanc et très court, tout impeccable. Ses mains dans les poches de cet imperméable. Elle sourit vraiment. Plus jeune que je ne l'aurais si peu de temps connue. Ses cheveux sont bien partagés par une raie qui part du milieu du front. Je ne savais pas qui elle était quand je l'ai vue. Et si je l'ai vue nue au milieu de la rue,
dans un soleil de Pâques. Ce fut parce que sa robe transparente et violette y invitait, telle que je l'avais connue, comme je ne pouvais savoir, nue, en réalité sur son tapis, et ensuite dans son lit, avec ses yeux blancs. Comme le meilleur ami de notre ami s'est vu lui-même un soir transformé en planche d'anatomie par l'inconscience d'une petite infirmière, au point d'en mourir, tout seul. Mais elle était nue dans sa robe, en réalité, comme vous imaginez le violon dans la boîte de l'étui, en transparence. Vous faites de l'apparition au premier mot d'un livre, d'une image, une sculpture, en tordant un fil de fer dans vos doigts. Et je n'ai pas le dernier mot.